doctorat en psychologie de l'Université d'Édimbourg, conférencière en sciences du sport à l'Université de Marseille. Elle est aujourd'hui professeure de psychologie expérimentale à l'Université d'Ulster. Je vais vous demander d'accueillir Cathy Craig. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis super excitée d'être là aujourd'hui. Ça me fait énormément de plaisir de revenir à Rennes. Ça fait presque 20 ans qu'on se connaît. Je l'ai rencontré à Marseille et puis on a eu le plaisir de travailler ensemble. Bon, là, je vais présenter un peu comment j'utilise la réalité virtuelle, comment je l'ai fait en recherche et qu'est-ce que je fais maintenant avec mon start-up et comment je essaie de rendre la recherche du labo au terrain, qui est un grand challenge. Bon, je suis psychologue et ce qui m'intéresse, c'est comment le cerveau contrôle le mouvement. En plus particulier, c'est comment la perception, les informations qu'on prélève, comment ça influence les décisions ou la prise de décision par rapport à l'action. Qu'est-ce que je vais faire par la suite avec ces informations? J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des grants et aussi de travailler avec des organisations sportives de haut niveau et aussi Adidas. Désolée, Ray. Bon, pour moi, la réalité virtuelle, c'est vraiment de comprendre la performance d'abord et après qu'on a cette connaissance, d'appliquer ça pour l'amélioration de la performance. Et tout ça a commencé il y a 20 ans à Marseille, quand j'ai étudié les courbes, les coups-fonds courbés. Et là, j'avais besoin d'un outil qui peut rendre les informations visuelles pertinentes pour le gardien de but et pour les joueurs. Et avec les réalités virtuelles, je pouvais faire ça. Avec la vidéo, non, mais avec la réalité virtuelle, je pouvais reproduire le point de vue du gardien, qui est très important, qu'on essaie de comprendre comment le cerveau utilise ces informations. J'ai eu le plaisir de travailler un peu avec Adidas plus tard, après 2010, et le ballon Jabulani qu'ils ont construit pour le Coupe du Monde 2010, et qui était une catastrophe. Les joueurs détestaient ce ballon parce que ça bougeait beaucoup, mais aussi parce qu'il y avait le graphique sur le ballon qui faisait semblant que le ballon bougeait en l'air. Donc, avec la réalité virtuelle, on était capable de tester le produit et de voir vraiment ce qui se passait. On a fait pas mal de choses aussi avec le cricket. Je sais qu'en France, le cricket, vous ne connaissez pas. Mais là, encore, c'est un sport. Il faut prendre une décision, mais une décision très vite, très rapidement. On a aussi commencé à faire des choses pour la rééducation, pour la posture et des choses comme ça. Et à l'époque aussi, avec Benoît et son équipe, on a eu un étudiant de l'école normale supérieure ici de Rennes qui est venu à Belfast et qui a fait les choses sur le rugby. Et là, ce qu'on a fait, c'est encore sur le mouvement et la déception en mouvement. Mais ce que je veux montrer dans cette vidéo-là, c'est la technologie. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Donc on a le casque. Et puis, on a un grand fil qui s'attache à un ordinateur. On a des capteurs du mouvement partout sur le corps. Et notamment, c'est au labo. Donc, c'est là, on est coincé au labo pour faire des choses, pour faire les entraînements. Et on fait la différence avec aujourd'hui, où on a une technologie qui a avancé à un pas incroyable. Donc là, c'est le Oculus Quest qui a été acheté par Facebook. Et donc là, le truc qui est super impressionnant, c'est qu'on n'a pas besoin d'ordinateur, on a un casque et on peut le faire dans le salon chez nous. Mais pour moi, en tant que chercheuse, ce qui est super intéressant, c'est que oui, je peux utiliser la réalité virtuelle pour contrôler ce qu'on voit, mais très important, je peux mesurer les réponses avec une manière très précise. Donc, on a une précision de moins d'un millimètre. Aussi, on a le 6 degré de liberté aussi. Et donc, pour ça, tout d'un coup, on a la possibilité de prendre les recherches du labo et commencer à voir comment on peut appliquer ces recherches sur le terrain. Donc, la chose qui m'intéresse, donc Jérémy a parlé un peu de ce qu'il fait en rugby. Le parti qui m'intéresse avec la réalité virtuelle, c'est comment on peut ramasser ou faire
de data collection. Donc, comment je peux enregistrer ces données qui représentent la performance d'une personne. Et c'est ça qui m'a incité à commencer une start-up où on prend les connaissances de la recherche, on a construit une plateforme pour les analyses de ces données. Donc, on utilise la réalité virtuelle pour créer des scènes différentes. Ça peut être le rugby, le foot, le cricket, donc ça peut être juste un truc plus général. Et aussi, on a l'analyse de ces données dans le cloud. Donc, on envoie les données tout de suite, on utilise le cloud, et puis on analyse les données, et puis on présente ces données pour les entraîneurs sur un dashboard. Donc, c'est ça qui est très intéressant d'avoir une plateforme qui peut s'appliquer à plein de choses différentes. Donc, Benoît m'a demandé aussi de parler un peu de la partie économique, parce que bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Intéressant pour les sportifs de haut niveau, mais aussi d'avoir quelque chose qui est plus adapté pour tout le monde. Donc, on a bien sûr les fast decision, donc la prise de décision pour les sportifs de haut niveau, mais on a aussi les applications où on peut prendre une partie d'un jeu et avoir les gens qui peuvent pratiquer ça dans leur salon à la maison. On a parlé un peu aussi de la côté santé tout à l'heure sur le table rond. Et là, la commotion, c'est vraiment un truc qui est super important pour le rugby, mais d'autres sports aussi. Et je vais montrer dans un instant comment on a fait ça avec l'équipe de l'Écosse. Et dans la rééducation, il y a aussi la possibilité, et aussi pour la pharma aussi. Donc, ce qu'on fait avec la plateforme, c'est qu'on peut analyser les données, et pour le sportif de haut niveau, il y a 3 choses qu'on peut faire. On peut faire le profil où on peut enregistrer et voir qui est le meilleur en leur donnant exactement le même contenu. On peut faire quelque chose aussi de faire les répétitions. On peut répéter des choses, mais d'une manière plus intelligente. Mais on peut aussi protéger les joueurs. Donc, au lieu d'aller sur le terrain et d'avoir quelqu'un qui donne des coups francs pour le gardien de but, c'est l'ordinateur qui peut simuler ces coups francs. Donc, ça veut dire que les personnes qui tirent, on n'en a pas besoin. Donc, ça protège aussi les joueurs. Ah, pardon, on peut peut-être baisser le son. Complètement, en fait. On baisse, oui. Donc là, en fait, c'est un exemple de ce qu'on a créé pour les gardiens de but. Donc là, ça s'appelle en anglais clean sheet. Donc, c'est quand le gardien de but ne laisse pas passer le ballon. Donc, en fait, ici, c'est une équipe en Allemagne qui utilise notre technologie. Et en fait, on essaie de garder le tâche comme s'il est dans le jeu. Donc là, c'est l'avatar. Et là, il prend le corps d'un gardien de but. Et on tire les balles. Et là, il peut se déplacer comme s'il est sur le terrain. Et on enregistre ses mouvements et on peut analyser ses mouvements et voir toutes les données liées à sa performance. Quelque chose qu'on ne peut pas faire sur le terrain. Pour la partie santé, ce qu'on peut faire là, c'est presque la même chose. On peut aussi voir où sont les joueurs un contre l'autre. Donc, baseline better, c'est de prendre des références et de voir dans pas mal de choses comme la posture, comme la prise de décision, comme le mémoire et des choses comme ça. On peut voir où est l'athlète ou le joueur par rapport aux autres. On en a discuté tout à l'heure par rapport aux joueurs qui sont blessés. C'est un gros problème pour toutes les équipes. On veut toujours être prêt à jouer ou prêt à faire la compétition. Et si on est blessé, c'est un gros coût économique. Donc là, on peut regarder, enregistrer comment les joueurs avancent dans leur rééducation. Et le truc qui est super intéressant, et ça devient aussi l'intelligence artificielle, on peut commencer avec les algorithmes de voir les patterns dans les données où il y a un risque de blessure. Et ça, c'est très important pour tous les joueurs. J'ai eu la chance de continuer de travailler avec les grandes organisations comme Scottish Rugby et aussi collaborer avec des gens de University of Pittsburgh sur la commotion.
Et les choses qui sont levées de ces conversations sont sur comment on peut mesurer de manière plus précise des comportements pour qu'on puisse voir l'effet de, par exemple, un choc ou un impact sur le cerveau. Donc, on a parlé tout à l'heure de vidéo, qui est très bien, mais on ne sait pas, on peut peut-être voir une accélération, qui veut dire peut-être il y a un risque, mais il faut mesurer qu'est-ce que ça veut dire pour le cerveau, qu'est-ce que ça veut dire pour les comportements. Et la chose qui est très intéressante, qu'en ce moment, comment dire, les guidelines disent qu'il faut attendre 6 jours avant de jouer encore. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'un joueur a une blessure à la tête ou une commotion, c'est différent. Ça veut dire que le cerveau répond de manière différente. Et le truc qui est très intéressant, c'est que les joueurs post-concussion ont un risque beaucoup plus élevé d'avoir une blessure de soft tissue musculo-skeletal injury. Donc là, je parlais de coûts, mais Benoît m'a dit de revenir dans mon talk, de parler des coûts économiques. Et là, on trouvait un article qui a été publié par des chercheurs et qui ont fait une analyse sur le coût des blessures des jours où les joueurs sont blessés pour le Premiership Football. La première chose qu'ils ont vue, c'est que quand ils ont fait les tests de posture, le SEBT, qui est le Star Excursion Balance Test, donc c'est pour vraiment voir de manière comment ils peuvent contrôler la posture, s'ils étaient sous un certain niveau, ils avaient un risque à 3,5 plus que les autres. Et les joueurs qui sont blessés en moyenne de 271 jours, ça vaut une place dans le championship, dans le table, the league table. Et le coût pour le Premiership Football de blessures, c'est 45 millions. Et donc, les coûts, ils ont calculé par rapport aux salaires. Et c'est vrai que les salaires en Angleterre sont beaucoup plus élevés qu'en France, mais quand même, c'est très significatif. Donc, pour adresser ces problèmes-là, on a construit certaines tâches, encore en utilisant la puissance de la réalité virtuelle. On peut contrôler l'environnement. Donc là, c'est tandem stance, donc c'est un pied devant l'autre. Et là, on mesure le déplacement du corps avec la tête et les deux mains. Et en même temps, on commence à manipuler l'environnement visuel. Ça veut dire qu'on fait des perturbations pour le cerveau et on peut vraiment mesurer les effets. Donc, au rugby, en ce moment, il utilise un peu le HIA, le Head Injury Assessment, et là, il compte les erreurs. Donc, si je fais ça, c'est une erreur. Mais le problème avec ça, c'est une erreur pour un joueur n'est pas pareil que pour un autre. Donc, 2 joueurs que j'ai testés ont eu 2 erreurs chacun. Mais quand j'ai enregistré le déplacement de la tête dans cette tâche-là, avec les yeux ouverts et les yeux fermés, regardez la différence dans les graphiques. Le rouge, c'est les yeux fermés quand l'écran devient noir. Et James, là, on voit à la fin, il fait ça. Donc ça, c'est le type de mouvement qu'on a quand on ferme les yeux. Et avec les yeux ouverts, on voit qu'il est beaucoup plus stable. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure les comportements en contrôlant ce que la personne voit. Et par la suite, on peut présenter ces informations pour les entraîneurs, mais aussi pour les médecins. Et c'est très, très important parce qu'en ce moment, ils utilisent les tâches très cognitives qui n'ont pas beaucoup de sens. Ils n'ont pas beaucoup de sens pour les joueurs et ils ne sont pas liés non plus au jeu. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de créer une série de tâches qui sont un peu liées au jeu, mais aussi liées à la cognition du joueur. Donc, on a balance and gait, decision making, manual dexterity and cognitive motor. Et ce qu'on a ici à l'écran, c'est un joueur après la commotion à 24 heures. Et là, c'est une journée plus tard. En rouge, ça veut dire que les valeurs sont pires que le baseline, que ce qui est normal pour lui. Et là, on voit que c'est dans le balance, dans la posture. Un jour plus tard, on voit déjà sur le côté gauche, c'est amélioré, et le côté droit, c'est toujours pas encore là. Là, les autres mesures en rouge ici ont disparu, mais on a un nouveau en rouge aussi, qui est digits backwards, qui est plutôt la mémoire.
on voit que ça a commencé à détériorer. En discussion avec le médecin, il me dit qu'il le voit souvent, qu'il commence à améliorer sur une certaine fonction, et d'autres, un jour plus tard, un autre descend, dégrade, et puis ça remonte encore. Donc pour nous, ça nous donne un outil qui peut mesurer quelque chose. Ça, c'est le hockey sur glace. On a fait des joueurs à Belfast, là, on a fait le baseline, et puis il y avait un joueur qui a eu une commotion assez sérieuse. Et donc, on voit le rouge encore sur le balance, mais aussi gait, le locomotion aussi, et le manual dextérité qui est aussi une mesure de coordination du bras. Mais là, le truc qui est super important pour lui, c'était la prise de décision, était beaucoup affectée par la commotion. Et donc, on la voit 24 heures après la commotion, mais encore à 7 jours, il avait toujours les problèmes là. Et en fait, le coach nous a dit, je ne veux pas un joueur qui peut pas faire une bonne décision sur le terrain. Donc, ces données ont beaucoup aidé à la discussion, est-ce qu'il est prêt à retourner ou pas. Et donc, voilà, pour finir, il y a une petite vidéo qui montre ce qu'on fait avec les joueurs à Édimbourg et à Glasgow. Et donc, ça vous donne une idée des tâches et aussi ce qu'ils pensent les joueurs. Ce sont des accents écossais. I think the potential is huge. I mean, this is the first time we've seen this technology for this reason, but it seems dead accurate. And as a player, the more sort of things like this we can have, the better to measure how we're doing when we come off the pitch after a potential head injury or recovering from one. So the more of these sort of things, the better, I think. Well, I think it's amazing. I mean, that was the first time I'd used it last week, and it caught me by surprise by how realistic it was. So I think that it'll definitely catch you out if you're not right, and it does mess with your head a bit when you're fine. So if you have had a knock, then I'm pretty sure it'll pick up that you're not quite right. So I think it'll look after us. I think so. I think it's really encouraging. The more research being done, the more products available, the more tests available. So, as I said, the more and more that gets put into it, the better it is for us as players and the wider community. Yeah, it was great. It was actually quite good fun, surprisingly. When you get told normally you're doing these concussion tests, they can be a bit boring and a bit of a box tick, but it was actually really good fun, and I really enjoyed it. Compared to the normal baseline stuff, which is on paper and it's normally takes quite a bit of time to get through and a bit tedious at times, I think that was actually a good interactive way of doing it, like jumping over planks and stuff like that. But it's, yeah, I mean, we've been pretty lucky at Scottish Rugby over the however many years I've been here, that I think that we're always feel protected. But with new tests like this and new technology, if it's going to be a more accurate way of getting a baseline, and I think that's a great thing for the players and for the union. Ok. Bon, merci beaucoup et désolé encore pour mon français terrible.